Aujourd'hui, une mission pas si facile que ça. Vous expliquer, enfin je sais le faire, j'ai pas de doute. Buren est un artiste tout à fait passionnant et j'irai un peu plus loin, peut-être par moments assez génial. Vous êtes assez grand pour connaître les deux plateaux, le scandale du Palais Royal de 84-86, la commande publique de Jack Lang à Buren, et puis tous les rebondissements, la droite, la gauche qui se tapent dessus. Je suis un peu plus tard, puisque je parle de 81. Daniel Buren commence à travailler en 67 et on va voir, c'est pour ça qu'on peut dire quelquefois il est génial, c'est que c'est une notion que j'avais abandonnée depuis un moment, celle de que les artistes, qu'on lie le travail des artistes à leur existence, à leur pensée, à leur vie. Et petit à petit, cet art contemporain on va parler dans 2 semaines, rester, de mythologie personnelle. C'est un terme qui a été inventé dans les années 70 avec l'idée qu'un artiste contemporain creuse une espèce de chemin à lui propre. Ce qui est intéressant chez Daniel Buren, c'est qu'en plus de faire ces petites choses qui sont quelquefois, comme sur mon fond d'écran, très belles, très esthétiques, notamment en travaillant avec un merveilleux architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, Daniel Buren a aussi beaucoup écrit. Et on retrouve tout le long de son travail des textes, des réflexions qui font que. Et c'est pas du tout un télo, hein, évidemment, le doute de 86, quand vous vous souvenez peut-être de cet épisode politique très passionnant, on y reviendra aussi. Qu'est-ce que c'est que la commande publique? Comment faire une œuvre d'art? Si vous avez un doute de savoir ce que c'est, je vais en parler longuement après. C'est ça, les deux plateaux de 84-86. Commande publique de Jack Lang, choisi sur 4 candidats par Mitterrand. Et puis scandale, puisque en 86, la majorité en France bascule à droite. Et Philippe Léotard, qui est ministre de la Culture, dit on ne va pas construire ça, c'est pas possible. Pour faire court, ça coûte aussi cher à détruire qu'à remonter. Et donc, on va jusqu'au bout de le fabriquer. Comment l'art va commencer à être, alors que c'est une obsession personnelle et que c'est un travail sur la rayure, sur cette absence de peinture. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est passionnant, vraiment passionnant. C'est un artiste qui écrit, qui creuse quelque chose de personnel, et voilà pourquoi le terme de mythologie personnelle peut arriver, et qui va inventer littéralement quelque chose qu'on emploie aujourd'hui, une locution latine, qui est le in situ, c'est-à-dire chaque œuvre va être liée au contexte dans lequel il se trouve. Si on va un peu vite ici, si vous vous endormez, on a une structure très classique avec un palais du XVIIe, et le rythme lui-même des colonnes est lui-même très, très, très régulier. Donc là où je veux en venir, c'est que travail in situ, creusement de sa propre mythologie, on va dire, une sorte d'histoire, choisir ce motif et le répéter, 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 va me permettre de vous aider ou de nous aider. C'est comme ça que je l'ai vraiment compris, moi. Il me semble que quand quelqu'un fait toujours la même chose, il faut en voir plusieurs et les comparer et voir si ça se répète, en fait. Que ce soit de la peinture figurative, abstraite, traditionnelle, de la musique pop classique, il faut regarder comment cette différence entre ce qui est derrière moi, toujours les rayures, et ce qui est sur l'écran là, s'il y a moyen qu'il y ait une petite différence et que la musique personnelle de l'artiste soit dans cette petite différence. C'est ça que je vais essayer de montrer. Parce que notre chapitre 2 pour aujourd'hui et pour la semaine, ça s'appelle Sortir du musée. On a assez vu, je vous ai lu trop de trucs, c'était un peu fatigant finalement de voir que cette invention du musée, que dans la façon d'éditer les livres d'histoire de l'art, la façon de présenter le travail, il commençait à y avoir une institutionnalisation. Toute cette semaine, on va voir des artistes de l'art cinétique, Daniel Buren, peut-être Toroni si on a le temps, et puis demain, les débuts avant qu'on appelle ça le land art, le earthwork, des choses de danse américaine qui vont danser dans la rue, qui vont commencer à chercher d'autres moyens de toucher le public, mais aussi de sortir de ce rapport au musée qui est en croûtant. On est ici, je fais une petite introduction que j'avais déjà un peu faite sur l'art cinétique, c'est-à-dire comment l'art abstrait, ici c'est une grille de Vasarely de 53, comment il va essayer de sortir des deux dimensions, ne plus être un tableau, comment il va essayer dans l'espace, comme clin d'œil, Robert Rauschenberg l'avait fait avec Merce Cunningham, ça porte bonheur, de citer Bob,
eh bien, comment des danseurs, ici, le ballet de Béjart peut jouer avec des volumes, parce que finalement, cette sculpture, on peut en faire le tour. Il va y avoir des essais de chauffeurs avec des petits moteurs dedans qui bougent et donc qui vont interagir avec les danseurs. La toile sort de dimension, elle peut être en volume comme une sculpture, elle peut être en mouvement et on atteint la 4e dimension, c'est-à-dire le fait de jouer avec le temps et donc jouer avec le spectateur. Cette semaine, je voudrais voir comment on sort du musée et comment cette interpellation du spectateur devient très concrète. Cet art cinétique, c'est aussi un goût chez un Vénézuélien, j'ai un doute, Raphaël Soto, qui va jouer avec une peinture dans le fond, une trame, une grille de l'autre côté et un petit décalage. Et quand on regarde ce que Soto fabrique, le plus connu, il fait des pénétrables, comme ça, c'est une structure en rectangle dans lequel on peut entrer, comme son nom l'indique, et on est à l'intérieur complètement dans la couleur, pas plus, pas moins, et on peut s'amuser, jouer. Voilà, l'art devient un jeu, il devient une sorte d'exploration avec mon propre corps. On est dans la cour d'un musée, il y en a un très beau au Macval. C'est d'ailleurs sur ce site, très bon site du Macval de Vitry, et très bon musée d'ailleurs, que je trouve cette petite citation de Vasarely. À présent, nous allons vers l'abandon total de la routine et la conquête des dimensions supérieures au plan. On n'est plus à 2D, on est à 4D, en profondeur et dans le temps. Reprenant à leur compte la découverte de la 4e dimension, l'espace-temps, les recherches artistiques du début du siècle sur l'intégration du mouvement dans les œuvres, ces artistes proposent un art optique et cinétique, cinétique mouvement, bouger, qui transforme les rapports entre l'œuvre et le public. J'avais déjà beaucoup expliqué que dans cette transition moderne, contemporaine, il y avait cette idée d'interpeller le public. Ici, on va aller vraiment plus loin dans le fait de jouer avec et de faire de cet art un jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment Buren est finalement assez proche de quelque chose comme ça, de chercher la position du spectateur, de regarder où on se trouve, de questionner l'environnement. Par contre, il est assez différent de ces volumes-là parce qu'il y a ce in situ, c'est-à-dire toujours jouer avec le contexte. Et on va voir, c'est très passionnant en rester, comment quelquefois ça marche très bien, je trouve ça absolument génial, je vais essayer d'expliquer pourquoi, et quelquefois ça ne marche pas. Ça, c'est un signe qu'on est devant une création active, en fait. Si c'est toujours bien, c'est suspect. Si c'est toujours mauvais, c'est très clair. On va voir ça tout de suite. Finir l'introduction sur l'art cinétique et sur cet art qu'on avait vu même invité chez Pompidou dans les salons de l'Élysée par Pompidou lui-même, mais qui disparaît avant que ne soit livré le volume et l'espace par Agam. On a toujours ce Soto avec la dynamique. On va pouvoir faire coulisser des éléments les uns devant les autres et pouvoir faire évoluer chez Cross Diez des éléments en trame pour s'amuser. On va pouvoir faire des lunettes. Trop marrant. Pourquoi faire des grandes peintures? Après tout, si on le met sur le nez du spectateur, il y a moyen de changer son espace et sa vision, de changer la vie, ce qui est l'enjeu tout à fait contemporain de cette période 64 jusqu'à 81, même si 81 va être un peu la descente de tout ça, mais dans ces mouvements dont j'ai parlé avant et sur lesquels je vais revenir dans les jours qui viennent, c'est 64, 67, les provos hollandais, 69, les transformations sociales et puis les envies qu'il y a dans ces transformations sociales, elles se retrouvent dans cet art qui veut être dans la vraie vie de tous les jours, qui veut être en train de s'amuser de ça. Alors, vous connaissez peut-être une petite gloire essonnienne, c'est les Cristal Bachet et surtout les volumes de Bernard et François Bachet qui ont habité et qui ont une petite fondation qu'on peut encore visiter, et puis 2 œuvres d'art, dont une à Évry qu'on peut encore voir, même si c'est le d'Évry, comment ça s'appelle, le Petit Carillon, merci de m'aider, qui est à côté de la poule rousse aux pyramides ne fonctionne plus depuis quelques années. On a moyen d'avoir devant nous, vous le savez peut-être, de l'eau, on mouille ses doigts et puis on frotte le cristal et ça fait en vibration du son qui est amplifié par ce volume, mais qui est une sculpture en même temps.
On l'a oublié, mais ils sont invités représentant la France au Japon dans les années 60. Ils furent très, très, très célèbres, très célébrés aussi. Vera Molnar, ce qu'il m'intéresse de montrer aussi ici, parce que on est dans quelque chose qui pourrait faire penser à ce que fait Buren, c'est-à-dire un jeu avec le regard. Regardez le titre qui nous aide, ni bleu ni rouge, mais Parme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, point commun avec Buren, plus d'auteur, un art le plus impersonnel possible. On trace des carrés, toujours la même distance, toujours la même taille, et un peu comme un programme d'ordinateur, l'artiste va jouer à remplir et à faire une petite variation. Même chose là, ni bleu ni rouge, mais Parme. Attention, ni bleu ni rouge, mais Parme. Le même, mais pas le même. Voilà, à vous de jouer, à vous de vivre avec, parce que ça peut être des très grands formats avec lesquels on interagit. Le GRAPH, qui réunit, c'est un acronyme, un groupe de recherche des arts visuels de 63, nous voulons sortir le spectateur de sa dépendance apathique, qui lui fait, c'est pas du mexicain la dépendance apathique, qui lui fait accepter d'une façon passive non seulement ce qu'on lui impose comme art, mais comme système de vie. Voilà, l'art doit être un coup de pied dans le cul, une gifle, je ne sais pas, mais quelque chose qui te réveille. Ce qui peut tout à fait ne pas vous convenir. Je cite en contrepartie à chaque fois Matisse qui dit je veux faire de la peinture comme un bon fauteuil. On n'a pas obligation d'avoir le même art partout d'ailleurs et tout le temps, et peut-être même pas à tous les moments de la vie ou à tous les moments de la journée. Pas tout, la musique peut nous accompagner sur des moments tristes, des moments de joie ou des moments profonds. Et les trois réunis, c'est possible aussi. Il s'agit là d'interagir, de ne plus être dans le musée, de sortir dehors et donc d'impacter. Et c'est aussi par ça qu'on va mesurer la réussite de l'œuvre. Voilà, les cercles polychromes de Julio Leparc, et là aussi, il y a toute une école d'Amérique du Sud, Chili, Venezuela, qui va développer énormément, être très amoureuse de l'art abstrait dans l'espace, aussi Julio Leparc, qui fait qu'on a une sculpture, une installation, une espèce de... Oui, installation, parce que l'espace qui est autour compte autant que l'œuvre, on ne peut pas dire autre chose. On peut juste ajouter qu'il faut absolument voir ça en vrai. Il n'y a pas moyen. Et j'oubliais de dire que le Soto, les pénétrables le plus intéressants, parce qu'on a vu plutôt avec des fils de les petits fils avec lesquels les enfants font des jeux, les petits fils en plastique. On en a un merveilleux en barre de métal dans le Cyclope de Jean Tinguely à Milly-la-Forêt. Encore une petite sortie essonienne pour bientôt. Vasarely, qu'on connaît bien, puisqu'on l'a vu se retrouver dans l'espace, sur les sacs de prise unique, sur la devanture d'une voiture Renault, on a toute possibilité d'un art qui soit devenu complètement impersonnel. Ça, c'est ce qui va intéresser Buren. Il va parler à propos de ces rayures d'outils visuels. Comment on peut sortir de ça. D'ailleurs, dans les entretiens que j'ai annotés, il précise, conversation avec Anne Baldassari, Buren, il indique, il parle de Donald Judd, il parle de Duchamp, ça je vais vous en parler après. Tiens, c'est passé où? Appelez-moi le directeur. Ma recherche, même avec un drap tout simple, tout rose, était de montrer de façon visible, évidente, le support qui devenait ainsi une partie de la surface. Je travaillais en mettant des caches qu'il préservait. Je tentais de réaliser un travail extrêmement dur où qu'il n'y ait pas d'autre discours que la toile, visible pour ce qu'elle était. Cette volonté n'aboutissait pas vraiment. Le travail sur la toile était trop riche, trop malhabile, trop beau, de couleurs trop douces. J'ai fait de nombreuses expériences et la couleur très forte dominait. C'est pour ça que je vous raconte ça à propos c'est Buren qui parle, mais on a un Vasarely sous les yeux. Buren va choisir du noir et du blanc, c'est-à-dire des rayures qui soient le plus neutres possible. Il y avait tout le temps quelque chose de trop, parfois de beaucoup trop, qui formait pour moi une limite. Je cherchais une solution visuelle plus proche de ce que je qualifiais alors de niveau zéro de la peinture. Je l'ai découverte quand j'ai vu un certain tissu rayé au marché Saint-Pierre. Il a pris alors pour moi d'un seul coup toutes les qualités que je ne trouvais pas dans mon propre travail. J'avais utilisé des draps rayés, des stores avec des bandes larges ou étroites. Regardez tout de suite ses débuts. Vous avez compris le principe? Ah oui, je n'ai pas montré parce que ça a été réactivé en 2013 à Miami.
ce que fait Carlos Cruz Diez dans l'espace réel, c'est assez spectaculaire. Assez beau, on est dans un art qui joue avec l'espace public et qui joue avec le piéton, c'est le cas de le dire. J'ai l'impression qu'on va plus vite pour traverser, il me semble. Les débuts de Buren, un jeu avec des rayures, avec quelque chose qui est le plus simple possible, sur lesquels il colle des sortes de scotch, et puis il ôte ces scotch après avoir peint. Et cette trame qui est en dessous, qui est forte, hein, ces rayures régulières, elles vont ressortir et on a du mal à voir la forme molle par rapport à la forme fixe. Voilà, une peinture de plus en plus radicale qui joue sur l'économie de moyens mis en œuvre, il n'y a presque rien, et le rapport entre le fond, le support, et la forme, la peinture qui est devant. On a du mal à voir, un peu comme sur les illusions d'optique qui passionnaient Joseph Albers, qu'est-ce qui est le plus important entre la forme arrondie et, la forme, et le rythme qui est derrière. Ce sont les œuvres de jeunesse de 66, il y en a très peu. Il a beaucoup détruit ce qu'il a fait. Je vous redis, il a aussi beaucoup écrit, et voilà pourquoi je vais m'appuyer sur ce qu'il dit. Qu'est-ce qui m'intéresse dans son travail, à part cette invention du in situ? Comment on y vient? Premièrement, il va chercher donc cette radicalité, mais il va la chercher du côté de la peinture. C'est-à-dire ce qu'on voit là, c'est du tissu acheté, tout fait. Si vous regardez bien, il a peint à droite et à gauche les rayures blanches. Il les a éliminées en fait. Il est sur une surface de toile, donc on a l'histoire de la peinture exactement comme d'habitude. Et puis, voilà, je voulais le même tissu, je l'ai utilisé dans l'optique de faire une peinture au niveau zéro. On parle d'outils visuels, en fait. La peinture n'est plus une fin en soi. Elle est le signe devenu neutre, impersonnel, et qui agit en fonction du lieu où elle se trouve. Vous voyez qu'elle est posée directement sur le sol. Donc, au tout début, il cherche quelque chose qui questionne l'histoire de la peinture. Alors, ce qui me fait m'attarder sur celle-ci, c'est que ça va vous rappeler des souvenirs de notre rencontre. En 1965, celle-ci est de 67, vous disiez avoir été passionné par Sam Francis, par De Kooning, par Barnett Newman. Ces références, répond-il, et quelques autres à Baldassari, je les partageais avec Michel Parmentier, on va voir qui est-ce. Nous étions curieux de beaucoup de choses, mais dans le même temps, il nous fallait couper les ponts. À cette époque, je m'en souviens parfaitement bien, presque rien n'était acceptable. Nous voulions en rupture complète vis-à-vis de l'histoire de l'art, du système, de Paris, de tout ce qu'on connaissait trop bien. On refusait, on rejetait tout, y compris ce qui pouvait faire modèle ou référence. Et un peu plus loin, cette remarque est tout à fait passionnante parce que Baldassari lui dit « Mais ce que vous faites là, ça fait penser à l'art minimal, les formes un peu simples, si vous vous souvenez, Donald Judd qui fait des sortes de petits cubes évidés, des structures blanches qui tiennent toutes seules. » Elle lui dit votre travail fait penser à Frank Stella aussi, qui est du même ordre, c'est-à-dire une peinture de bandes qui sortent de la toile avec des formes de toile. Je voulais montrer qu'ils ne sont pas rectangulaires, qui sont des sortes de zigzags. Rétrospectivement, répond-il, les black paintings de Stella m'apparaissent comme très proches de ce que je fais, bien que nos attitudes divergent. Curieusement, j'étais plus intéressé par les néons de Dan Flavin, dont je vais vous parler plus tard, qui étaient juste posés au sol, ou par les premières boîtes de Donald Judd. Mettre la peinture par terre, posée comme ça, c'est une façon de la décrocher, de lui retirer son aura, mais aussi une façon de changer le rapport au spectateur qui regarde. Mais déjà, à l'époque, je pressentais qu'on pouvait travailler dans le même sens avec des moyens plus justes. Lorsqu'ils parlaient, ces Américains, de mise en question du geste, du tableau unique, ils n'allaient pas assez loin. En fin de compte, ils créaient des œuvres uniques les unes à la suite des autres, des œuvres au sens traditionnel, se posant où l'on veut, comme on veut. Bien que Judd ait affirmé dans ses textes se désintéresser de l'Europe et que la situation américaine était totalement originale, les minimalistes étaient beaucoup plus attachés à l'histoire de l'art que nous ne l'étions. Et il fait une remarque qui m'intéresse, même si je sors un tout petit peu de mon propos. En Europe, on est tellement pris dans l'histoire que lorsqu'il y a rupture, elle est obligatoirement plus radicale. Ou bien on se laisse submerger par l'histoire, ou bien on s'y oppose en refusant ses déterminations. Pour les Américains, l'histoire de l'art est plus un lieu commun et le besoin de s'en détacher moins virulent. Ça va nous intéresser pour essayer de comprendre les artistes qu'on a sous les yeux. Et il fait un rapprochement tout à fait étonnant. Ainsi, la grande tradition moderne de l'art occidental s'est dans l'après-guerre et jusqu'en 65 transportée
sans rupture fondamentale sur les bords de l'Hudson. En disant ça, je ne prétends pas qu'il n'y ait rien de spécifiquement américain dans les œuvres de cette période, mais je veux souligner, à l'inverse de la plupart des historiens, il est assez calé, en tout cas il se pose comme tel, des critiques et des artistes eux-mêmes, que cette spécificité est moins importante que l'appartenance à l'histoire de l'art moderne telle qu'elle s'est formée en Europe. Paradoxalement, cette continuité peut s'expliquer par la manière dont les artistes américains se croient parce qu'américains sans histoire. En Europe, au contraire, le poids de l'histoire est si évident qu'il a pu longtemps soit contraindre les artistes à simplement répéter les principes initiaux de l'art moderne, soit décourager toute tentative de dépassement. Il a fallu attendre le milieu des années 60, on y est, pour voir émerger des courants nouveaux capables de repenser les fondements de leur histoire, de tenter avec quelques succès de le remettre en question. Vous allez voir dans un instant, parce qu'il dit dans les magazines, les galeries, les grandes figures du salon de Metz, et Poliakov, Soulages, Manessier, Estelle, ils étaient l'abstraction avec des guillemets. Et tout ce qui n'était pas abstrait était nul. J'ai assisté un jour par hasard à une visite du salon de mai 60 par les critiques de l'époque, de Ravalier, les Maris, les directeurs du musée Meyer et Sandberg. La grande découverte du salon de 1960, c'était Francis Bacon. Ils étaient contraints de dire c'est très intéressant, mais c'est la seule exception. Sous-entendu, tout le reste de la peinture de 60, c'est l'abstraction. Mais une abstraction, les noms en question, c'était Zaouki, Messagier, Lanskoy, Alechinsky, Corneille, Atlan, Mata, Van Velde, John Mitchell. Et là, comment vous pouviez vous sentir abstrait dans ce contexte? Notre position, Buren, Mosset, Parmentier et Toroni, BMPT, c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont s'associer tous les quatre et créer quelque chose de tout à fait étonnant. Ils sont invités à un jury, dans un salon des jeunes artistes. Pendant toute l'installation visible par tous, il y en a un Parmentier à gauche qui va peindre des rayures. Buren, au milieu, va peindre des rayures verticales, l'autre horizontale. Mosset va peindre des cercles au fond d'une grande toile, au centre d'une grande toile. Toroni va mettre juste des touches, rien de plus, pas beaucoup, hein, pendant tout le temps du salon. Toile est rayée sur gris clair. Il en fait une demi-douzaine pendant le vernissage. Et les bandes colorées, c'est juste sur les bords, vous l'avez compris, par Buren. Au fur et à mesure de l'exécution, ces toiles sont accrochées parmi celles peintes en public. Voilà, il les peigne devant tout le monde au moment du vernissage. Oui, il peint juste le bord blanc sur le côté. Il y a un critique qui est à côté de lui. Ils accrochent l'ensemble. Et à 20h15, quand le vernissage est fini, ils retirent tout, ils le jettent et ils écrivent « Buren, Mosset, Parmentier, Toroni n'expose pas ». Il s'agit de pousser au maximum cette critique de la peinture abstraite, qui est dans l'air du temps à ce moment-là. Ils trouvent cette solution avec ce tissu rayé. 8,7 cm, c'est un tissu qu'il a acheté au marché Saint-Pierre. C'est à la fois le degré zéro de l'investissement, pas de peinture, il y en a encore moins que quand il faisait quelque chose comme ça. Et en un sens, c'est la puissance formelle à son maximum, c'est-à-dire c'est encore de la peinture. Et c'est là où je vais trouver le temps de lire ensuite, j'ai trop lu là, la critique qu'il peut faire de Duchamp. Il s'intéresse à une solution qui est radicale, mais dans la peinture, à l'intérieur de la peinture, à l'intérieur de la vision, en fait. Et ce que Buren apporte en travaillant in situ, c'est de jouer avec ce que le spectateur regarde et comment il le regarde. Voilà, il se tourne vers une toile de store, c'est vraiment, il achète un truc tout fait. Hein. 8,7 cm, ce support le fascine car il me permet d'aborder l'art d'une manière impersonnelle. Toute cette abstraction, Zaouki, Bram van Velde, Hartung, tout ça, c'est trop personnel. C'est l'inverse de Soulages. Peu à peu, Buren veut réduire son intervention picturale pour arriver à ce qu'il appelle le degré zéro de la peinture. Et là, où je voudrais essayer de vous convaincre, si vous trouvez que c'est un peu curieux comme démarche, c'est qu'en faisant très peu, il va réussir, quand ça marche, à déranger l'espace et à le transformer avec ce rythme, avec ce vocabulaire simple visuel. Premier coup d'éclat amusant, en 67, voilà, manifestation à la 5e Biennale de Paris, Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. J'aime bien Toroni aussi, j'ai peut-être l'occasion de vous le montrer tout à l'heure. Voilà, un carton d'invitation envoyé pour venir, exposition payante. On s'assoit dans la salle de cinéma, le rideau est baissé et le tract disait « Puisque peindre, c'est un jeu, accorder ou désaccorder des couleurs, appliquer des règles de composition, valoriser le geste, représenter l'extérieur ou l'interpréter, l'approprier, le contester, le présenter. Puisque peindre, c'est un tremplin pour l'imagination, pour l'intériorité à illustrer, puisque c'est une justification, puisque ça sert à quelque chose, puisque
c'est en fonction de l'esthétisme, des fleurs, des femmes, de l'érotisme, de l'environnement quotidien, de l'art, de Dada, de la psychanalyse. Nous ne sommes pas peintres. Constatez-le le 3 janvier 67, 11 avenue du Président Wilson. Signé Buren, Mosset, Parmentier, Toroni, BMPT, qui ne durera que 2 ans. Le public s'installe, a payé son billet, attend 45 minutes et au bout de 45 minutes, il reçoit un petit tract qui lui apprend que ce qui était sous leurs yeux ici, c'était l'exposition. Premier succès de provocation. Il y a du chant dans la salle. La répétition invariable d'un même motif, dont seul le matériau subira quelques changements, devient un outil visuel. Aucun contenu, aucun sens. Il n'y a pas de sous-entendu intello profond. Si vous voulez critiquer Buren, ce qui est tout à fait faisable, c'est pas parce que ça m'intéresse que c'est chacun mon goût. Et puis, il ne s'agit pas toujours que ce soit quelque chose qui me touche subjectivement, c'est-à-dire c'est pas forcément parce que je trouve ça beau ou parce que ça me plaît. Ça peut me plaire intellectuellement. Par contre, ce n'est pas intellectuel, puisqu'il ne s'agit pas du tout il n'y a pas de sens, il y a des bandes verticales, pas d'auteur, pas de personnalité, rien de plus que ça. Et un jeu de décalage avec l'espace qui est autour. Alors, un exemple qui ne marche pas. Des hommes sandwich autour du palais de Tokyo que vous reconnaissez, avec ses rayures sur le dos, engagés pour circuler, en train d'exposer le travail hors du musée, plutôt que dans le musée. La Buren qui les installe, ils sortent, ils vont devant le musée d'art contemporain et on intervient sur site, en jouant avec ce qui est tout autour. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est un peu petit. On va laisser de côté et on va revenir à ça après. Buren sans autorisation aucune, affichage sauvage, publicité qui ne vous rajeunit pas, on est en 69, du baran, du shampoing, des bagnoles. Qu'est-ce que fait Buren? Il prend une échelle, sans autorisation aucune. Aujourd'hui, ce sera redoutable. Détruire la publicité, c'est un coup à Léoniouf. Et pouf, couleur, rayure, 2 couleurs seulement, annulation de la publicité, exposition gratuite pour tout le monde, perturbation maximum. À la fois, le résultat est intéressant, à la fois, c'est la démarche qui l'amène qui est tout à fait inattendue. Même chose avec des affichages sauvages qu'il va faire assez souvent à plein d'endroits différents, ici sur des pissotières, en recouvrant à demi, et pas toujours en recouvrant totalement, des affiches autour. Pour moi, ça ne marche pas bien. Le précédent marche pas mal parce qu'on a quelque chose qui est fort et qui joue avec ce qui est à côté. On voit vraiment que quelque chose a été annulé, retiré. Et d'un seul coup, mon attention sur l'espace autour est attirée. Ici, l'effet de privation, de simplification n'est pas suffisant, il me semble. Buren va aussi travailler avec du tissu. Il va faire utiliser des draps. Il va faire, en 1970, 100 stations de métro. Vous voyez qu'il va, 100 stations de métro, il faut les faire. Sans commande, sans musée, sans vente. Il s'agit d'intervenir dans l'espace pour réveiller le public et jouer avec les surfaces. Ça ne marche pas assez, c'est pas assez fort, c'est un clin d'œil. Il me semble que quand on le voit, quand on le découvre, on se dit « Ah oui, c'est marrant, cette espèce de radicalité et puis de passion à le faire ». Avec le tissu, même chose sur quelque chose d'assez tardif, 75-77, une commande de Beaubourg qui s'appelle Les couleurs sculptures, des drapeaux posés sur des monuments à plein d'endroits dans Paris. Quand on est à Beaubourg, on voit plein d'endroits, Samaritaine, Louvre, Trocadéro. Et tout autour, des longues vues pour pouvoir voir les œuvres. Jouer avec la ville qui est dehors, ne pas être dans le musée, sortir du musée, obliger le spectateur à regarder dehors, à le chercher. L'idée est assez chouette, marche pas non plus, il me semble. Si Buren m'entend un jour, je vais dire en quoi les autres marchent parfaitement bien. Voilà, le drapeau est petit, et quand on regarde bien, l'espace mange complètement l'action. Ici, on a peine à savoir où se trouve l'installation. On le devine un peu ici, et c'est vrai que Beaubourg est un bel endroit pour faire une intervention sur site comme celle-là. In situ, le mot s'applique à Buren tout simplement parce qu'il intervient continuellement. Vous voyez, pourtant la hampe est très haute. Il intervient continuellement sur des lieux existants et il va faire quelque chose en fonction de ce lieu.
à chaque fois. Première réussite extraordinaire, 1980, il est invité, et je vais déborder de mon 80, il est invité à exposer à l'Art Institute de Chicago. Un bâtiment qui est très 19e siècle, comment va-t-il intervenir dedans? Puisqu'à chaque fois, il y a tout un temps, documentation, réflexion, écriture, beaucoup d'écriture. On pourrait aussi être taquin en disant, on peut le faire à l'occasion, parce que je ne le fais pas souvent, c'est que finalement, l'application concrète est faible, même si avec les drapeaux, on vient de le voir, il faut quelquefois des formats très puissants, parce qu'intervenir dans le monde réel, ce n'est pas une petite peinture de chevalet qu'on va accrocher sur le mur avec un clou. Il faut se donner les moyens, il faut trouver des financements pour pouvoir transformer ça. Il y a une particulière à l'Art Institute de Chicago, qui est un musée tout à fait classique, c'est que derrière, comme souvent à Chicago, il y a la voie ferrée, c'est-à-dire quelque chose de très urbain, avec le train qui passe le long. Qu'est-ce que fait Daniel Buren? On est en 1980, et à mon avis, c'est absolument génial, de drôlerie au moins. Il y a une baie vitrée dans le musée. Et ici, Daniel Buren va décider, vous allez peut-être deviner ce qui va se passer, d'aller coller sur le train qui passe avec des assistants, sérieux, sur le mur tourné vers l'extérieur, les horaires du train, pour attendre le moment où l'œuvre passe sous ton nez. Pas plus. Watch the door, please. Pas moins. Une façon canaille de voler la vedette à la peinture, au musée. Ben, si tu regardes dehors, tu ne regardes plus dedans. Pour tous les enfants et les sales gosses qui n'aimaient pas aller au musée, dehors, à un moment donné, c'est comme en classe d'école, c'est quand même plus marrant que dedans. Hein. Voilà, il y a une espèce de rupture qui se fait entre dehors et dedans, mais c'est toujours au travers du regard, toujours au travers d'attirer l'attention. Ici, à mon avis, ça fonctionne très très bien. La perturbation peut être toute petite, vous pouvez même passer à côté, ne pas savoir qu'il y a d'œuvre, pas passer à la bonne heure, et puis vous piquez d'attendre le train suivant, parce que vous trouvez que cette idée intellectuellement est complètement facile. Première réussite à mon avis. Deuxième, et celle-là est un peu plus copieuse, je vais être obligé d'argumenter. 4 raisons pour vous expliquer pourquoi c'est assez génial ces deux plateaux. Premièrement, Jack Lang, quand il devient ministre de la Culture en 80, il découvre, et on ne peut pas lui donner tort, que à la fois ce palais royal, c'est une chose extraordinairement belle du XVIIe, avec toute la symétrie, toute la régularité que contient l'esprit français du XVIIe siècle, colonnade, égalité de surface, trame régulière, et puis on oublie, parce que voilà, contre-allée, vous voyez, les colonnades sont vraiment très très régulières, et puis grandiloquence aussi, c'est-à-dire ça a l'air sobre, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est quand même très spectaculairement répété, c'est pas une petite chose. Ce qu'on oublie souvent, c'est pour ça que je mets cette photo-là, c'est que c'était, même si vous n'aimez pas les deux plateaux et la réalisation finale, c'était assez dégueulasse d'avoir ce parking-là continu. Et Jack Lang se dit, si je mets une œuvre d'art public à cet endroit-là, je dégage les voitures avec une bonne légitimité. Problème qui va questionner tout le monde, et c'est au cœur de notre année 64 à 81, c'est l'art public, l'art contemporain commence, il est entré dans les institutions, on commence à le collectionner, à en parler, et on est dans une transition qui va nous amener jusqu'à ce que ça devienne un débat public. Trouvez-en des exemples où l'art contemporain fait débat publiquement. Est-ce que c'est raisonnable de dépenser tout cet argent? Ça, on la connaît. Est-ce que c'est offensant? Et je vais essayer d'expliquer en quoi, finalement, on peut retourner l'argument si vous êtes déjà convaincu. C'est assez classique ce que va faire Buren par rapport à l'environnement. Mes 4 raisons commencent maintenant. Les colonnades sont classiques, régulières. C'est pas lui, le hasard est amusant, il y a déjà des stores rayés. Première chose que fait Buren, il regarde ce rectangle de la cour, il voit cette régularité de tous les poteaux autour, et il décide de tracer, vous vous rappelez du système qu'on a appelé de grille moderne, comme un Mondrian ou un Malevich que j'aurai sous les yeux, une grille, mais qui ne va pas être tout à fait symétrique, puisqu'il va y avoir cette espèce de lettre H qui la parcourt, mais pas tout à fait au milieu. Cette lettre H, c'est un système de grille qui fait que, vous voyez, on a des carrés réguliers avec une colonne sur chaque, comme un damier régulier qui vient redoubler les colonnes qui sont autour. Finalement, on est classique par rapport à classique. Une grille systématique avec nos
barres qui vont faire 8,7, toujours les mêmes colonnes. Qu'est-ce qui est génial, premièrement? C'est ce jeu avec la symétrie existante. Il va rejouer ce qui se joue autour. Et il y a déjà un premier jeu passionnant qui parle du contemporain. Bon, déjà, c'est dehors, c'est mon sujet de la semaine. Sortir du musée, on y est. Mais finalement, c'était un travail sur l'histoire. Puisque la régularité classique du XVIIe, c'est celle du rangement, qui a plus tant à Descartes. Là, chaque chose doit être ordonnée. C'est exactement ce que fait Burin. Pas plus, pas moins. Et finalement, dans son œuvre contemporaine, il y a un dialogue avec quelque chose de l'ancien. Très fort dialogue. Ça, c'est la première trouvaille amusante. Mais celle qui est intéressante que je viens de noter, c'est qu'il joue avec la symétrie et en même temps, il y a un petit décalage asymétrique de ce grand H. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est une grille qui fait que le sol n'est pas tout à fait régulier. Les colonnes de marbre, blanc, déjà, les colonnes sont tronquées, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait un cylindre, c'est vraiment une colonnade tronquée. Et puis, elles sont en marbre de Carrare pour le blanc et en marbre des Pyrénées pour le noir. C'est-à-dire l'histoire de l'art, de la sculpture à son maximum, c'est-à-dire le matériau le plus reconnu et le plus défendu possible. Et tout ça est rangé sur un damier qui fait que chacun est dans sa case, sur une ligne horizontale, on pourrait faire jouer aux échecs, mais aussi sur une diagonale. Et vous devinez déjà qu'il y a un petit bémol qui va être mon numéro 2, c'est-à-dire la hauteur. On a des colonnades, on a dit qu'il y avait un jeu avec l'histoire sur le passé, sur cette régularité-là, mais ce qui est passionnant, c'est qu'à l'intérieur de ces grilles, ces colonnes débordent, plus ou moins. Pourquoi est-ce qu'elles débordent comme ça? Coup absolument génial qui permet que ça s'appelle les deux plateaux. Le sous-sol, on a parlé de l'histoire, parlons un peu de géologie. Le sous-sol n'est pas régulier. Et ce que Buren fait, c'est qu'il pose des colonnes qui sont toutes de la même taille. En posant des colonnes de la même taille, je vais jouer à révéler le plateau inférieur. Je vais raconter très simplement, c'est ça qui m'épate, c'est que finalement, il fait quelque chose qui n'est pas compliqué en fait, mais qui, quand on commence à le décrypter, raconte quelque chose d'assez profond. Voilà, je peux parler de l'histoire et jouer avec les colonnes et faire des colonnes d'aujourd'hui. Je peux parler avec la géographie en révélant ce qui est en dessous. Et donc, je peux jouer à faire du plus ou moins haut et du plus ou moins bas. Chose qui va ravir le public, parce que d'un parking moche et d'un lieu plutôt préservé ministériel, on sait que les enfants, les adultes qui deviennent des enfants, jouent à monter, descendre, puisque non seulement les colonnades ne sont pas régulières, elles créent donc des lieux et des situations différentes, selon qu'on puisse monter dessus, tout le monde ne peut pas monter comme celle de gauche, ou s'asseoir plus bas. Et donc, en regroupant le public et donc le spectateur qui devient complètement acteur, eh ben, on va créer des ambiances sonores différentes. Il y a des gens dans un endroit. Si je veux dragouiller, je vais aller dans un autre endroit. Si je veux être peinard et lire mon bouquin, je vais aller encore dans un autre endroit. Tout est fait pour que, selon l'angle où je me place, si je veux même faire des photos un peu esthétiques, je vais continuellement être amené à me déplacer. Accentué par ce petit système de rayures qui est ni plus ni moins que de la peinture pour la route. C'est pas emmerder le Daniel et Patrick Bouchin. Toujours en système dans ce sens-là. Et si vous regardez bien, dans l'autre sens, il n'y en a pas. Donc on a quelque chose qui accompagne le mouvement. Et c'est ça le troisième coup de génie, c'est qu'on a dit jeu avec l'histoire, on a dit jeu avec la géographie, deux plateaux, on va y revenir. Et troisième coup de flair, c'est de jouer avec le déplacement. Continuellement interpeller le spectateur, le pousser à avancer, revoir, revoir. Je vous signale que c'est un espace public, on peut aller le voir pour de vrai. Et finalement, je le disais, c'est assez classique. On comprend dans ces années 84-6 que le Figaro s'énerve parce qu'on vient chatouiller quelque chose de classique du XVIIe. Moi, je trouve, sans provocation, que c'est assez classique aussi. Petite trouvaille supplémentaire qui est le jeu avec mon 2 et mon 3, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce système de grille qui est au milieu et qui ne joue pas avec la symétrie. Cette grille, elle est, vous voyez, on a des ambiances qui sont très très différentes entre une forêt par endroit et à d'autres pas. Cette grille, elle ramène à un point central sur lequel on peut se pencher, qui abrite un cours d'eau.
le sous-sol est en pente et on a, sous cette grille sur laquelle on marche, là je suis en dessous, il y a des éclairages au néon pour être bien sûr de le voir, un système de chute d'eau qui va changer l'ambiance sonore. Quatrième trouvaille géniale. Selon que je suis loin de l'eau, vous voyez, c'est très spectaculaire, et les colonnes continuent. Là, je vois au travers. Là, je suis en dessous. Je suis en train de regarder quelqu'un. Voilà, la nuit va se fabriquer par l'éclairage nocturne un effet de décalage de ma trame qui était si puissante, la trame régulière, quand c'est pas allumé. Trouvaille géniale de cet effet de lumière, des petites diodes, toutes bêtes, qui sont des diodes pour la route aussi, rouge dans un sens et verte dans l'autre. Une économie de moyens incroyablement efficace. On revient à mon point de départ, impersonnalité, toujours la même chose, trame 8,7, colonnade, répétition régulière, jeu avec le site. À mon avis, une réussite complète. Je suis sorti de mes années 81, je suis en 84, mais ça me permet de montrer à quel point ce jeu avec l'écriture est une façon d'inventer des nouvelles écritures, justement. On ne s'en lasserait pas. Et je suis passé un peu vite, mais quand il y a de la neige, c'est une petite merveille. Un petit clin d'œil parce que quand ça va être très abîmé, l'eau va s'arrêter, il va y avoir des travaux, Buren va porter plainte contre l'État parce que petit à petit, l'ensemble, c'est quand même assez horrible. Il va fabriquer une sorte de palissade dans laquelle il va réinvestir. Là, le clin d'œil aurait pu être assez génial. Je trouve que ça marche un peu moins. Donc, on pouvait regarder pendant les travaux. C'était un plaisir. Hein. Quand il y a des travaux, on a toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière. Un jeu avec la vision, toujours la même chose. C'est ce qui fait qu'on pourrait mettre Buren dans les peintres. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour lui. Sur lequel il y a, vous avez vu, une fenêtre avec un petit masque de couleur qui fait que quand je regardais, c'est une photo à moi, on sait bleu ou c'est transparent. Le jeu de la vision, le jeu avec le spectateur, le jeu avec le site, c'est continuellement au cœur du travail de Buren. Si je reviens à mon petite remarque, plus tard, dans votre texte intitulé Repères, vous avez analysé l'histoire de l'art moderne à partir des questions de Cézanne, Picasso, Matisse. Vous vous opposez à l'attitude liquidatrice de Duchamp, célébration fétichiste de l'objet, notre pissotière bien connue. Vous situeriez-vous dans cette lignée? Oui, même si ces références, Cézanne, Picasso, Matisse, se sont effondrées pour des raisons tenant peut-être au système, et il met dedans Pollock et Newman, tous ces artistes n'ont jamais mis en cause ni critiqué le contexte sociopolitique dans lequel ils travaillaient. S'ils l'ont fait dans leurs écrits ou s'ils ont pris des positions privées, ils ne les ont pas appliquées à leurs œuvres. Et c'est ça que je souligne. Ces artistes et d'autres ont été très importants pour moi à regarder, à suivre, à méditer. Et vous voyez comme il n'a pas du tout la posture de celui qui invente tout comme un moderne. Il est continuellement en train de regarder le passé et de le lire. Il y a de cela plus de 20 ans, bien qu'ils aient encore peint des tableaux, ils étaient plus efficaces dans leur critique du tableau et de l'histoire du tableau que Duchamp et ses suiveurs. Ces derniers, en proclamant que le tableau n'existait plus, laissaient le champ libre à une peinture plus académique, plus pompier. Les artistes qui m'intéressaient interrogeaient la validité de la peinture et du tableau, alors que la lignée après Duchamp posait le problème comme résolu. La critique profonde de Buren, et si vous avez l'occasion, lisez ou entendez, parce qu'il y a des documentaires avec lui, c'est de dire que l'art a encore rapport avec la vision et avec la place du spectateur. Autre réussite, je trouve, c'est une petite chose de Tokyo de 85 qui s'appelle emprunter le paysage. Faire des fenêtres, et quand on a un paysage comme ça, c'est peut-être intéressant de ne pas trop la ramener, et donner envie aux spectateurs de venir voir. Ce qui m'intéresse dans celui-là, c'est que celui-là, je trouve, il est à Tokyo aussi, il ne marche pas très bien. Une série d'enfilades de portes, parce que ce jeu des fenêtres et des portes, c'est une façon, c'est la base de la peinture et du tableau. Quand on est dans l'axe, ça marche pas mal, mais encore, le jeu avec le site autour, qui est assez brutal finalement, assez dur, il me semble que la trame de couleur n'est pas assez puissante pour venir chatouiller le site. Ce que Buren va faire et abandonner un petit peu, ça lui a été reproché, mais c'est tout aussi intéressant, c'est qu'il intervient en extérieur, je vais vous en montrer d'autres, je n'ai pas fini ma balade, il va aussi revenir dans le musée et faire des cabanes, à partir de 75 par exemple, qui sont tout à fait passionnantes, j'en ai pris plusieurs. J'ai fait des captures d'écran sur son site, danielburen.com. Voilà, cabane, on est à Saint-Étienne, on est en 85, vous voyez, une structure en bois avec du tissu ou du papier,
une structure qui se prolonge sur les murs de chaque côté. C'est une cabane éclatée. C'est comme s'il avait construit une cabane et comme si elle avait explosé à plein d'endroits. Pourquoi je trouve ça très intéressant, vraiment très riche, c'est qu'à chaque point de vue, on voit complètement autre chose. On a une espèce de peinture à la Mondrian, en un sens, projetée dans l'espace, mais projetée comme si elle avait éclaboussé. Et de même, on peut entrer à l'intérieur de cette peinture. Cette façon de pousser plus loin le travail de Mondrian, de Joseph Albers sur le rapport de la couleur à l'espace, il est là. Et finalement, il n'est pas si radical que ça. Il est radical, encore une autre cabane, exposée au Centre Pompidou. Il a fait une grande rétrospective, une sorte de trame, toujours des carrés. Je pense d'ailleurs que son intervention est tellement petite qu'il faut la géométrie. Si c'était un peu trop bordélique comme la petite forme molle du tout début de 66, ça ne fonctionnerait pas aussi. Des cabanes qui ont l'air de tomber, qu'il a exposées à Villeurbanne, là on est en 2000. Des cabanes avec des formes qui ont l'air plus douces et des cabanes qui se structurent, qui jouent avec des miroirs, dans lesquels on peut multiplier les points de vue, multiplier les photos, multiplier les enfilades de salles, qui fait qu'on est comme dans un labyrinthe visuel et spatial. Très passionnant, ces structures de cabane, y compris, comme c'est le cas ici à Turin, quand il intervient, on le voit autour, dans un musée historique, mettre des miroirs sur les côtés permet de jouer avec tout l'environnement autour. Vous voyez à quel point ce qu'il a l'air de répéter, toujours une structure de cabane, un parallépipède en volume, des trouées, toujours une forme géométrique, carré, losange, c'est à peu près tout. Ici, ça fonctionne très bien, ça joue avec l'espace qui est autour, ça crée une espèce de mystère tout autour. Et si on regarde par rapport à cette radicalité de couleurs, de trame visuelle, très puissant, on est presque décontenancé quand on se balade dedans et qu'on a des miroirs, on ne sait plus trop où on est. Sur celle-ci, pareil, cabane éclatée de Saint-Étienne, vous avez du mal à savoir ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, puisque ce losange est la découpe de celui qui est derrière. Il est venu dans l'espace venir vous interpeller. On est bien dans le musée, mais on est sorti de l'espace du musée. Un temps pour créer le in situ, et on est continuellement en train de questionner la stabilité du musée. Tout l'intérêt de Burin. Cette petite-là, c'est une merveille, et c'est aussi un petit coup de génie. On est plus tard en 86, ça s'appelle Le décor et son doux. Une commande d'un commissaire d'exposition, puisqu'ils ont pris beaucoup d'importance à Gand, en Belgique, et une structure qui est montée, vue de l'extérieur. C'est un petit suspense pour vous titiller l'attention. À l'intérieur, une chambre, un lit, une salle de bain, un tabouret, et puis l'intervention de Buren. Pas toujours la même trame, quelquefois de la couleur. Un jeu avec l'espace dans le fond, puisque vous voyez que la continuité ici, si on se met dans le même axe, on va les voir comme s'ils étaient ensemble. Et puis si on rentre dans le fond, on voit bien que c'est tout seul. Une façon non plus d'avoir des peintures accrochées au mur, mais que le mur soit la peinture. Donc un jeu avec l'espace qui n'est plus, qui est temporairement dans le musée. Mais là où le clin d'œil est merveilleux de la part de Buren et de cette commande belge, je le redis, ça ne marche pas tout le temps, c'est que cette structure qu'on peut visiter en entrant dans le musée entre 86 et 2011, elle est restée assez longtemps, qui s'appelle Chambre d'amis, c'est tout simplement que ici, c'est la construction du musée. Regardez la fenêtre, elle donne sur rien. Et le plan que vous venez de voir, c'est chez Annick et Anton Herbert qui habitent à Gand, parce que Buren a fait exactement la même chose dans leur appartement, et il a recopié le plan, le faux. Ils ont reconstitué l'appart des Herbert dans le musée. Voilà pourquoi il s'agit du décor et de son double. On va visiter et voir quelque chose ici. Ne pas voir chez les Herbert, on ne peut pas rentrer, c'est ici. On voit bien que par la fenêtre, il y a Gand. Et d'un seul coup, il s'agit de voir quelque chose et d'imaginer quelque chose qui est ailleurs comme une espèce de symétrie. Toujours voir et ne pas voir. Toujours s'amuser à ce qui est devant nous et ce qui n'est pas devant nous. Je trouve que même si le jeu visuel ne vous plaît pas, le jeu intellectuel est d'une grande finesse en fait. Il s'agit à la fois de s'amuser et en même temps avec des éléments très très fins de décalage. J'ai bien précisé, on va y retourner, que quelquefois ça ne marche pas du tout. Voilà, le décor est son double, vu de l'extérieur, avec toute une reconstitution qui était très élaborée.
Intervention et commande en 2004 au Guggenheim, à mon avis, pas marché du tout. L'architecture est tellement puissante de Frank Lloyd Wright avec ce système où on monte en ascenseur tout en haut et on descend par une pente douce. Buren peut être intimidé, je ne pas pousser assez pour en être certain. Vous voyez cette descente qui est assez spectaculaire. Buren va décider un système de miroir et une intervention assez minimale en verre fluo sur les rebords. Trop petit, trop fin pour venir vraiment perturber l'espace. Même si le jeu de miroir multiplie les points de vue et les casse, vous vous doutez que, déjà que je ne l'ai pas vu en vrai et qu'il faudrait le voir en vrai pour être sûr de ma critique, et maintenant ça n'y est plus. Ce sont des interventions in situ, elles jouent avec le site, tout est à chaque fois sur la même trame, mais en fonction d'eux, et éphémères. Elles peuvent être réactives. Même chose avec une commande du musée Guggenheim de Bilbao, juste devant, une arcade qui amène à cet endroit-là, qui maintient le pont dessus, des rayures, et à mon goût, je ne l'ai pas vu non plus en vrai, trop faible. L'espace est très puissant, le rouge a pris le dessus, et la trame de rayures n'a pas fonctionné assez fort pour venir interpeller. Même chose avec le tramway de Mulhouse, on a des arcades qu'a créé Buren, qui ne suffisent pas à faire le décalage. Ça marche pas mal si vous vous baladez à Nantes. Des anneaux, toujours avec l'ami Bouchin, le talentueux, merveilleux architecte, il faut que je fasse une séance dessus. Des cercles, qui fait que quand je me pointe devant, ça fait comme un cadre pour regarder le paysage. Et puis on se pique d'avancer. C'est-à-dire, tiens, ici c'est beau, mais en fait, il y a toute une série d'anneaux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le gars? Pourquoi il y a des anneaux? Alors, je fais le test à chaque fois, j'emmène des gens qui ne savent pas. J'ai truqué la photo pour qu'on voit qu'à l'intérieur, ça crée un paysage. Et puis, on finit par voir des rayures dehors, hein, on s'amuse. On finit par voir qu'il y a des rayures autour. Ce n'est pas Buren qui a organisé l'ensemble de Nantes. Mais petit à petit, j'ai envie de voir comment cet alignement fait sa symétrie et fait un effet de spirale. Donc, je suis emmené comme un jeu à me déplacer, à me taper tout le quai du bord. La nuit, c'est éclairé et ça me donne une autre merveilleuse vue sur l'espace. Je ne suis pas tout à fait sur de la sculpture, je suis très fort proche de la peinture, je suis dans une structure architecturale et Buren a inventé quelque chose qui est un peu particulier. Et c'est assez beau. Et finalement, je le redis, assez classique en fait dans sa forme. Pas de quoi, comment on dit, renier un chat. Un système de structure qui fait qu'il peut y avoir du vent ou pas de vent. Intervention au coq-sur-mer. Ce que je crois important de signaler pour terminer quand on voit ça, c'est que c'est la symétrie qui est importante. Pour qu'on voit la force de l'intervention dans un espace comme celui-là, il faut, on voit la petite fille qui fait l'échelle, des mâts plus grands que normal, un rangement toujours le même, très très serré, pour que l'effet visuel soit très puissant. On verra ça encore demain avec le land art. Quand vous intervenez dans l'espace, on va faire du land art en 2 temps. Un land art urbain, on va dire, et un land art nature. Et pour qu'il y ait intervention et pour qu'elle soit comprise, tout comme la performance qu'on va voir encore après-demain, il faut que quelque chose d'une structure scénographique, un peu comme Bacon qui traçait cet espace cubique, soit très présent. Sinon, ça fonctionne pas. Exemple, en 2009, une commande de la Galera Continua à Boissy-le-Châtel. À mon avis, ça ne fonctionne pas assez. Il y a eu toute une série de jeux de Buren avec des structures en l'air, transparentes, ce qui est une façon très intéressante de renouveler son travail, d'ailleurs de jouer avec la peinture dans ce qu'il a de plus peinture encore plus, puisque ce sont des écrans transparents et qu'on a envie de se déplacer pour le faire, fonctionne pas aussi fort. Peut-être l'échelle, peut-être la force du bâtiment qui est tout autour, et pourtant il s'est confronté à des choses qui étaient tout aussi puissantes. Peut-être il faudrait creuser pour savoir que les moyens financiers pour avoir une très très grande échelle lui manquaient, je ne sais pas. Un dernier petit chef-d'œuvre dans son intervention lors de Monumental. On est sous une galerie et elle n'est pas petite, hein, cette galerie. On a du verre, de la structure de métal du 19e siècle, on est au Grand Palais et c'est quand même imposant comme volume de scène. Qu'est-ce que fait Bouchin et toujours l'architecte qui va lui donner un coup de main et Buren? Ils ont déjà l'idée de cacher sur le toit
sur la verrière, qui est si importante dans cette architecture du 19e, de mettre des masques de couleur. Va changer avec la lumière du jour, avec le soleil qui est très présent quand il est midi. Là, il vient changer la structure autour. Ils vont faire des systèmes de petites cabanes ou de petits parapluies, de petites tables basses, avec une structure très régulière, à peu près de 2-3 tailles identiques, toujours répétées régulièrement. Ce qui fait que là, je suis un peu au-dessus. Il y a ma petite mimine délicate. Non, c'est une dame. Et puis, grâce à la lumière, vous voyez que la projection orange se retrouve sur le sol. Et qu'on voit le reflet sur le toit de mes caches bleues. On a déjà un jeu de couleurs que vous allez comprendre en dessous. Donc, un jeu avec la lumière, un jeu avec le déplacement continu. Une vraie belle réussite. Parce que tu le regardes d'en haut, tu trouves ça déjà très beau, c'est très visuel en fait. C'est très calme. Les couleurs sont simples, elles sont assez fortes. Et puis, quand tu as la chance, comme ça m'est arrivé là, d'avoir le soleil, eh ben, on a des jeux qui font qu'on a envie d'attendre l'évolution du temps. Vous en connaissez beaucoup des œuvres qui vous disent attends et regarde-moi. Celle-là, elle marche très bien pour ça. Alors, je descends et je vous emmène. Quand on est en dessous, ça devient une espèce de jeu qui plaît énormément aux enfants. Et ce qui montre qu'on est, en un sens, si on voulait être cruel, comme un parc d'attractions, oui, mais on a vu beaucoup d'artistes qui cherchaient cette interaction. Et vous avez peut-être oublié nos 8,7 cm. Regardez bien, nos structures portantes, blanches et noires, ne sont pas toujours dans le même sens. On va être continuellement en train de jouer avec des noirs d'un côté, ici, des poteaux noirs et blancs, que des blancs, et toujours avec la possibilité de déambuler. Là, je suis en train de regarder le plafond bleu au travers d'un jaune et le plafond bleu autour d'un bleu. Oh, qu'est-ce que je suis joueur? Le bleu autour d'un vert. Ah, vous avez bien fait de venir avec moi. Et toujours un jeu d'échelle qui me donne envie de me déplacer, de courir, d'aller d'un endroit à un autre. Une merveille de simplicité et surtout, pour les monumentaux qu'on suivi, qui quelquefois n'ont pas toujours très bien, n'ont pas réussi à dominer cet espace, une grande puissance d'intervention. J'en finis parce que je n'ai pas votre avis, et puis j'ai toujours supposé que c'est de la peinture, en fait. Rien de plus que ça. Deux trouvailles géniales qui me fait vous dire coucou. Daniel Buren a fait des livres, des 110 exemplaires imprimés qui fait que vous pouvez l'exposer. Vous avez un Buren chez vous, ça coûte moins cher. Sur la table basse, il est ouvert, rien de plus que ça. Et il va venir lui aussi sans doute perturber l'espace qui est tout autour. Trouvaille assez simple, les livres d'artistes vont se développer énormément. C'est aussi une façon de sortir du musée. Et puis, mon petit clin d'œil riçois, est-ce que vous saviez que sur les berges de Seine, que voici, prise en photo par le merveilleux photographe de cirque Philippe Sibille, est-ce que vous savez qu'il y a un chapiteau à demeure et que ce chapiteau, avec les petits drapeaux qui sont ici, a été construit, on reconnaît les sceaux, par Daniel Buren. Il y a un chapiteau normal et puis il y a un petit chapiteau qui a été construit. Et voici la encore plus talentueuse Adrienne Larue, c'est le chapiteau d'Adrienne, dans lesquels la voici, magicienne, clown, femme, sorcière et merveilleuse artiste qui est amie avec Daniel Buren. Et voici votre cahier de coloriage et on se retrouve demain. Merci.